la geek de service. Cette année, dans mon balado, je vous propose une nouvelle variété de différents épisodes. Je vais parfois vous partager des nouveautés, parfois je vais vous partager des réflexions et parfois des entrevues avec des gens qui vont venir nous parler de leur utilisation numérique. Et parfois, je vais vous partager, comme aujourd'hui, une lecture. Les partages que je fais sont aussi disponibles sur mon blog. Donc, si vous préférez lire plutôt qu'écouter, ce sera possible également. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre que j'ai lu il y a quand même quelques mois, mais j'ai plusieurs livres en banque dont je dois rédiger des articles. Alors, le premier que je vous partage aujourd'hui, c'est The Promises and Perils of AI in Education, Ethics and Equity have entered the chat. C'est un livre de Ken Shelton et Dee Lanier que j'ai eu la chance de rencontrer l'année passée, pas l'année passée, en juin dernier à ISTE à Denver, au Colorado. J'ai même eu la chance d'aller prendre un café avec Ken Shelton. Chaque fois que j'ai la chance de participer à un congrès aux États-Unis, j'en profite pour essayer de voir mon ami Matt Miller, que vous connaissez peut-être du blog Ditch That Textbook. On s'organise toujours un petit moment de café pour se voir en personne. On échange le reste de l'année, mais virtuellement. Donc, Matt et moi, on allait prendre notre café et il me dit, est-ce que ça te dérangerait si notre ami Ken Shelton se joint, mon ami Ken Shelton se joint à nous? Bien sûr, c'était un oui assuré. Je suivais déjà Ken sur les réseaux. J'aimais beaucoup ce qu'il publiait et donc, Ken s'est joint à nous. On a eu une conversation tout à fait intéressante. On a parlé justement des cellulaires en classe, des questions éthiques, d'avoir le courage de prendre position sur les réseaux sociaux aussi. Bref, j'aurais pu prendre 18 cafés pour passer la journée au grand complet avec ces deux-là. Et un autre des auteurs s'appelle Dee Lanier, que j'ai eu la chance de rencontrer à quelques reprises, mais que je suis aussi depuis des années. Lorsque j'étais en classe d'anglais langue seconde, j'ai utilisé son jeu qui s'appelle Solve in Time. C'est un jeu de cartes qu'on peut soit acheter, qu'on peut imprimer. Il a d'ailleurs été traduit en français depuis. Moi, j'étais en classe d'anglais langue seconde, donc je l'ai utilisé en anglais. Et ça invite les élèves à se regrouper en équipe, à nommer une problématique qu'ils aimeraient régler et avec les cartes de travailler un peu tout ce qui est design thinking, esprit critique et autres pour trouver des solutions à la problématique. Quand je l'avais fait avec les élèves, ça allait de trouver des solutions à la fin dans le monde jusqu'à trouver des solutions pour avoir le droit de porter des bottes couleur avec l'uniforme. Donc, on voit que c'était très varié. Mais ce que j'avais beaucoup apprécié, c'est le fait que les élèves collaboraient, étaient en mode solution, étaient en mode de recherche de ressources parce que les cartes les invitent à trouver des ressources, à trouver des sources d'informations pour alimenter leur réflexion. Bref, si vous voulez aller voir sur le blog, j'ai mis les liens des différents livres et sites dont je vous parle, donc Solve in Time. Et j'ai aussi lu le livre de Dee qui s'appelle Demarginalize. Oh, j'ai de la misère avec celui-là. Demarginalizing Design. Donc, trop de lettres qui me mélangent, trop de D peut-être. Mais un excellent livre dont je vous reparlerai assurément aussi sur le processus justement de réflexion pour trouver des solutions à des problèmes, mais l'objectif est vraiment de s'assurer que les voix de tous sont entendues parce que souvent, on assume des choses sans avoir vraiment, par exemple, consulté les élèves, consulté tous les employés de l'école pour trouver des solutions. Bref, un livre super intéressant pour réfléchir à de la résolution de problèmes. Mais aujourd'hui, je vous parle du livre de Ken et de Dee sur l'IA et l'éthique. Un livre qui fait vraiment réfléchir et nous invite les deux auteurs à vraiment tempérer notre enthousiasme. C'est facile, je suis la première à être très enthousiasmée de toutes les nouveautés et des possibilités que suscite l'IA, mais il nous invite à ne pas tomber dans l'espèce de piège de l'engouement et d'embarquer aveuglément dans ces technologies-là, de plutôt les utiliser pour réfléchir aux enjeux historiques qu'on a eus en éducation, qu'on a depuis toujours, et de voir et de
s'assurer que l'IA ne les amplifie pas finalement et nous aide peut-être à réfléchir autrement. Par exemple, on nous rappelle que l'IA n'est pas neutre, que chacun de ses créateurs, quels que soient les outils qu'on utilise, il y a des biais en arrière. Si ces outils-là sont mal conçus ou encore mal utilisés, elles pourraient amplifier les inégalités. Bref, de réfléchir à ces biais-là est très, très, très important. On nous parle aussi dans le livre de la disparité d'accès à l'IA dans les établissements scolaires. Je le vois parce que je me promène un peu partout. Certains établissements l'utilisent déjà avec les élèves depuis un certain temps. D'autres n'ont même pas abordé le tout avec les enseignants, par exemple. Certains ont déjà eu plusieurs formations. D'autres ont peut-être une idée vague de qu'est-ce que ChatGPT, mais sans plus. Bref, ils mettent en lumière, les deux auteurs, comment cette disparité-là peut être très problématique. Elle crée un fossé technologique qui aggrave les inégalités. J'aime beaucoup aussi un volet qu'ils abordent d'une espèce de double standard où parfois les enseignants sont encouragés à utiliser l'IA, mais pas les élèves. On a une grosse crainte qu'ils trichent avec l'IA et on bloque un peu partout, on les empêche d'utiliser la technologie, ce qui crée aussi un fossé technologique pour eux puis qui aggrave des inégalités parce qu'on les prive de développer des compétences numériques. Je comprends tout à fait les inquiétudes qu'on peut avoir, mais va falloir trouver un équilibre entre ces inquiétudes-là et des pratiques qui sont réfléchies avec les élèves. Ken et Dee plaident pour des politiques éducatives qui vont considérer les élèves comme des partenaires actifs plutôt que de voir la menace potentielle de tricherie. Ils ont un passage où ils réfléchissent justement à qu'est-ce que la tricherie, pourquoi un élève triche et qu'il faut aller à la source de ces problématiques-là plutôt que de simplement tout bloquer. On nous parle aussi beaucoup d'utilisation éthique et inclusive, de réfléchir beaucoup aux sources de données, d'aider les élèves à être capables de détecter les biais, de poser des regards critiques sur les outils, de pouvoir voir qu'est-ce qui se cache en arrière, de réfléchir à ceux qui ont créé ces outils-là, quelles sont leurs intentions, les bases de données sur lesquelles ils se sont appuyés. On nous parle aussi beaucoup de la transparence qui devrait être présente dans ces entreprises-là. Ils devraient être transparents sur leurs sources de données, sur les algorithmes qu'ils utilisent, qui vont permettre un choix un peu plus critique des usagers. Bref, le livre nous amène à cette réflexion critique-là et beaucoup sur une réflexion sur notre système d'éducation qui est malheureusement encore trop souvent centré sur une espèce de contrôle, une conformité, plutôt que de laisser une place et une voix à l'élève, de les laisser s'épanouir. C'est pas comme ça dans tous les milieux, bien sûr, mais il faut se rappeler qu'on est là pour que chaque élève puisse réaliser son potentiel, quelle que soit son origine, ses moyens financiers, et qu'il faut que cette équité-là soit très présente. Bref, un livre qui offre vraiment une super belle réflexion. Le livre fait maintenant partie de ma bibliothèque et je l'ai consulté à plusieurs reprises lorsque je préparais des formations. Le livre est d'ailleurs signé des deux auteurs, ce que j'adore, et Ken l'a même signé en français parce qu'il habitait à Paris pendant quelques années, je crois. Donc, il a pratiquer son français, mais un livre vraiment qui vaut la peine d'être lu. Récemment, ils ont sorti un companion guide, donc un guide qui va permettre là, de faire des activités réflexives. Je me le suis pas encore procuré, ça s'en vient. C'est quelque chose que fort probablement je vais ajouter à ma bibliothèque également. Je vous ai mis le lien dans l'article du blog si vous êtes curieux d'aller chercher le companion guide. Le lien vers le livre est aussi disponible dans l'article que vous allez retrouver sur lageekdeservice.com. C'est vraiment un livre intéressant à lire pour réfléchir à tout l'enjeu éthique, avoir vraiment une vision éclairée de son usage en éducation. Et je vous invite bien sûr à suivre Ken Shelton et Dee Lanius sur les réseaux sociaux. Ce qu'ils publient est toujours fort intéressant. Alors voilà pour mon petit balado sur un livre lu. Dans des prochains épisodes, je vous parle encore de nouveautés. Je vous fais rencontrer
des gens qui vont parler de leurs compétences numériques et je vous parlerai aussi de certaines réflexions de temps à autre en espérant vous retrouver très bientôt. Ce balado fait partie de la communauté Balado Pédago, un regroupement de balados pour les passionnés d'éducation et de développement professionnel. Pour découvrir tous les membres de cette communauté, visitez baladopédago.com. En voici un à découvrir. À tous les auditeurs en quête d'inspiration et de pédagogie, aviez-vous déjà pensé à la puissance de l'apprentissage non conventionnel? Découvrez le Cancre Pédagogue, le balado qui révolutionne votre perception de l'éducation. Des récits captivants, des conseils pratiques et des invités inspirants. Rejoignez-nous pour un voyage unique vers la découverte de nouvelles perspectives. Abonnez-vous dès maintenant au Cancre Pédagogue, le balado qui célèbre l'apprentissage sous toutes ses formes.